Merci Mohamed. Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Conseil européen. Bonsoir Charles Michel. Bonsoir. Président du Conseil européen. Il y a près d'un an, l'armée russe envahissait l'Ukraine. C'était un choc. La guerre était de retour sur le sol européen. Un choc qui faisait dire alors aux dirigeants de l'Union, dont vous êtes, que le destin de l'Europe était en jeu. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que le destin de l'Europe est en jeu en février 2023 alors que cette guerre continue? La réponse est oui. Le destin de l'Europe est en jeu. Il y a un an, on a tous immédiatement compris que c'était une situation très grave et une nouvelle page dans l'histoire de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi immédiatement à bâtir la réponse européenne dans l'unité, qui est une réponse basée sur le soutien à l'Ukraine, dans toutes ses dimensions, militaires, financiers, politiques, humanitaires, mais également une très grande fermeté au travers des sanctions contre le Kremlin. On va revenir dans le détail sur cette réponse européenne. Commençons par la réponse militaire avec un élément d'actualité. L'armée ukrainienne utilise plus de munitions que les pays de l'OTAN n'en produisent. C'est le secrétaire général de l'Alliance Atlantique qui l'a affirmé ce lundi. Dans le même temps, on apprend que l'armée russe, elle, tire chaque jour 20 000 obus. C'est l'équivalent de la production mensuelle européenne. C'est un chiffre donné par la première ministre estonienne. Est-ce que les Occidentaux et les Européens en particulier font vraiment tout pour aider militairement l'Ukraine? Nous faisons beaucoup, mais on doit faire plus. Et on sait que dans les prochaines semaines, il est vraisemblable que la Russie renforce la violence de son agression. Et c'est pour cela que lorsque nous avons accueilli le président Zelensky à Bruxelles, un des thèmes centraux a été le soutien militaire. Et la plupart des États membres sont déterminés à faire davantage. Et puis il y a un projet très concret qui touche les munitions justement. Et moi je suis très favorable à ce qu'effectivement on puisse mobiliser la production européenne en termes de munitions pour accélérer le rythme, parce qu'on mesure bien que les prochaines semaines, les prochains mois vont être importants sur le plan militaire, mais aussi sur le plan de l'avenir de l'Europe. Au plus on peut soutenir l'Ukraine dans sa résistance contre son invasion, au plus on peut soutenir l'Ukraine pour repousser la Russie, au plus on peut accentuer la capacité de restaurer la paix le plus vite possible. Faire plus, on l'a entendu avec les munitions. Il y a aussi cette question qui est dans l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, celle de la livraison éventuelle d'avions de combat. Plusieurs pays de l'Union européenne y sont favorables, d'autres beaucoup moins. Ceux qui y sont favorables, je pense notamment à la Slovaquie. Le Premier ministre a dit il y a quelques jours qu'il allait s'y atteler, mais on le sent bien, les réponses ou les paroles des dirigeants européens sur ce point sont un peu fluctuantes. Faut-il livrer des avions de combat rapidement à l'Ukraine? Parce que l'enjeu est là, rapide. D'abord, moi je pense effectivement que ce sont les États membres qui vont devoir prendre les décisions par rapport à cela, mais je pense qu'il faut effectivement soutenir fortement d'un point de vue militaire l'Ukraine. Et vous savez, depuis le début de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, on a chaque fois été confronté à cet équilibre entre, d'une part, le fait que nous ne voulons pas provoquer l'escalade, nous ne voulons pas rentrer dans une troisième guerre mondiale. Elle est là, l'escalade. Et dans le même temps, nous voulons soutenir fortement l'Ukraine. Ça a toujours été ça, le point d'équilibre à chacune des étapes. Et donc moi, je suis assez confiant que beaucoup d'États membres de l'Union européenne vont continuer à soutenir l'Ukraine et peut-être même faire davantage. Mais elle est là déjà, l'escalade, Charles Michel, sur le territoire ukrainien. Et vous avez raison que cette escalade, elle est voulue par la Russie, puisque la Russie a décidé de mobiliser des centaines de milliers d'hommes supplémentaires et probablement des initiatives additionnelles sont en préparation. Et nous savons, par les services de renseignement, que autour de cette date anniversaire de ce déclenchement de la guerre, il y a la tentation, dans un esprit de revanche de la part de la Russie, qui est très loin d'avoir atteint ses objectifs, de renforcer la violence, de renforcer la brutalité. Y compris les techniques de guerre utilisées par la Russie sont les techniques d'une guerre sale. Le fait que des hommes très nombreux, peu expérimentés, russes, soient envoyés sur le champ de bataille pour tenter d'épuiser les troupes ukrainiennes est une technique qui montre le choix de la Russie, qui est un choix absolument sanglant et terrible. Et on le voit actuellement avec ce qui se passe autour de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Vous parliez des sanctions. L'Union européenne a sanctionné la Russie à 9 reprises depuis le début de la guerre, 9 paquets de sanctions. Il y en aura donc bientôt un 10e. Des sanctions dont l'objectif était l'effondrement de l'économie russe. L'effondrement, c'est un mot qui avait été utilisé notamment par le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Mais il n'y a pas eu d'effondrement de l'économie russe. La récession a été limitée en Russie l'an dernier, moins 2,2%. La croissance devrait revenir cette année, 2023, selon le FMI, et aussi l'année prochaine, en 2024. Est-ce que les sanctions européennes ont échoué? Non, elles ont atteint largement l'objectif, mais il est vrai que le point de départ est bien connu. La Russie a une économie qui est faible. Donc quand on a moins 2% au départ d'un produit intérieur brut qui est faible, ça fait un impact. Et puis il y a un deuxième élément qui était visé au travers des sanctions. Plus faible que celui qui était attendu. Nous verrons dans les
prochains mois, parce qu'on sait qu'une partie des sanctions n'ont pas un effet à court terme, mais auront davantage d'effets à moyen et à plus long terme. Et puis surtout, il y a un autre élément, je voudrais quand même vous y rendre attentif, et ça, le président Zelensky l'a confirmé à Bruxelles il y a quelques jours. Les sanctions ont un impact sur la capacité de la Russie à renouveler les stocks d'armement, y compris des armements technologiques. Et ça, c'est stratégique, parce que nous sommes en train d'essayer d'enrayer la capacité de la Russie à poursuivre dans la durée cette guerre. Et c'est pour ça qu'il y a un autre enjeu, et de convaincre beaucoup d'États dans le monde de ne pas venir au secours de la Russie sur le plan de la fourniture de matériel militaire. C'est l'esprit du prochain paquet de sanctions, le 10e, qui devrait être annoncé d'ici le 24 février, donc le premier anniversaire de la guerre. Il y a deux piliers, je dirais, dans ce paquet de sanctions en préparation. D'une part, nous souhaitons viser les propagandistes, ceux qui construisent les mensonges de la Russie afin d'alimenter cette guerre. C'est un premier élément. Et puis un deuxième élément, c'est continuer à toucher les capacités technologiques de la Russie pour empêcher autant que possible la capacité pour la Russie de disposer des armements afin d'enrayer cette machine de guerre du Kremlin. Soutien militaire, soutien politique aussi, vous y faisiez référence il y a quelques instants, Charles Michel. Volodymyr Zelensky était à Bruxelles jeudi dernier, ici même, dans ce bâtiment du Conseil européen. Il est venu entre autres appuyer une nouvelle fois la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union, une adhésion qu'il souhaiterait rapide, mais vous le savez mieux que quiconque, il y a des règles, il y a une procédure stricte à suivre, ce qui veut dire aussi que certains États pourraient ne pas y arriver. Est-ce que l'Ukraine, elle, finalement, pourrait ne pas entrer in fine dans l'Union européenne? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du moment où les États membres, à l'unanimité, au mois de juin, ont reconnu le statut de candidat à l'Ukraine, ça témoigne de la volonté que l'Ukraine puisse arriver à entrer dans l'Union européenne. Il y a une deuxième chose qui est sûre, c'est qu'en à peine quelques mois, depuis le mois de juin, les Ukrainiens ont implémenté de très nombreuses réformes et que tous les États membres ont été plutôt impressionnés par les efforts qui ont été consentis par l'Ukraine. Et puis il y a un troisième point qui est sûr, c'est que l'Ukraine sait parfaitement quel est le travail à mener dans les quelques mois qui viennent, avant le prochain rapport de la Commission européenne qui sera publié à partir du mois d'octobre. Et donc le processus, il est connu. On ne change pas les règles du jeu, mais dès lors que l'on sent qu'il y a cette volonté politique de l'Ukraine de se mettre en ordre au regard des standards européens, ça veut donc dire que le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, avant la fin de l'année, devront faire une nouvelle évaluation de la position de l'Ukraine, pas seulement de l'Ukraine, également de la Moldavie et probablement aussi d'ailleurs des Balkans occidentaux. À l'aune de ce que vous dites, est-ce que les négociations pour une adhésion, vraiment le début des négociations, pourraient commencer dès cette année, comme le souhaite Volodymyr Zelensky? C'est le souhait de Volodymyr Zelensky. Moi, je ne veux pas préjuger, puisque ça va dépendre, comme je le disais, de la capacité de l'Ukraine à honorer les conditions prévues par l'Union européenne. Et ça dépendra aussi de la qualité du rapport que la Commission européenne produira. Vous avez écrit un message adressé à Volodymyr Zelensky la semaine dernière, au moment où il arrivait à Bruxelles. Bienvenue dans l'Union européenne, bienvenue chez vous. Est-ce que vous pourriez adresser le même message à la présidente de Moldavie, dont le pays est aussi candidat, vous venez de le rappeler, à l'adhésion à l'Union, et un pays que la Russie cherche aussi à déstabiliser? On se souvient de ce que disait Sergueï Lavrov au début du mois, en disant que la Moldavie est concernée aussi par ce que pourrait faire la Russie dans la région. La réponse est oui, sans aucun doute, puisque de la même manière qu'on a pris cette décision pour l'Ukraine au mois de juin, on a aussi accordé le statut de candidat à la Moldavie. Vous savez, la Moldavie est un pays qui est dirigé par une présidente, Maia Sandu, qui a été élue sur base des convictions européennes, de cet attachement à la démocratie, à la liberté. Et cette élection est une rupture avec des gouvernements qui étaient plutôt hostiles à l'Union européenne. Et donc il est très important de maintenir un soutien maximum. Et on sait effectivement que la Russie, ça n'est pas nouveau, tente par tous les moyens possibles de déstabiliser, de rendre la vie difficile à un gouvernement qui ne partage pas les valeurs de Moscou. Parce que la Russie dément et le gouvernement est tombé la semaine dernière. Notons par exemple que la Première ministre a démissionné. On peut noter que durant les derniers mois, l'Union européenne a beaucoup soutenu la Moldavie lorsque la Russie, littéralement, a utilisé le chantage aux tarifs des énergies fossiles contre la Moldavie pour tenter d'accélérer une crise économique et une crise du pouvoir d'achat en Moldavie. Donc il n'y a aucune naïveté sur la manière dont la Russie, vis-à-vis de la Moldavie comme vis-à-vis d'autres régions dans le monde, tente d'utiliser le chantage aux énergies fossiles. Vous avez parlé à quelques reprises à Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Est-ce que vous allez lui parler à nouveau? Moi, je n'exclus rien, mais en tout cas, si je devais lui reparler, ce serait après la consultation des États membres, après la consultation des Ukrainiens. Je lui ai parlé à 3 reprises, longuement, après le déclenchement de la guerre au mois de février. Et chaque fois, ces conversations ont été l'occasion de faire avancer nos préoccupations en termes humanitaires, d'accès pour le travail humanitaire, en termes de sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, ou encore des soutiens pour encourager
des échanges de prisonniers. Mais c'est vrai que depuis les révélations des massacres à Boutcha ou à Borodianka, les contacts ont été interrompus à mon niveau, en tout cas. Vous savez, Vladimir Zelensky était ici à Bruxelles pour parler de l'armement et des besoins d'armement, mais aussi pour parler, on l'a moins mis en évidence, de sa proposition de formule de paix, parce que l'Ukraine soutient une solution dans le cadre des Nations Unies qui se base sur le droit international, c'est-à-dire sur la souveraineté et le respect du territoire ukrainien. Dans l'actualité également liée à cette guerre en Ukraine, on parle beaucoup d'une éventuelle participation des athlètes russes aux prochains Jeux Olympiques dans un peu plus d'un an et demi à Paris. Ce lundi, le maire de Kiev, l'ancien boxeur ukrainien, donc Vitali Klitschko, disait que les athlètes russes doivent publiquement prendre position contre la guerre s'ils veulent participer à ces JO. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est une question très délicate et pour l'instant cette question n'a pas été abordée par les États membres de l'Union européenne. Vous comprenez que dans ma position, je ne compte pas m'exprimer sur le sujet. J'ai noté les différentes sensibilités, les différentes positions sur ce sujet, mais à ce stade, il n'y a pas une position du Conseil européen. Vous allez participer, Charles Michel, dans les jours qui viennent, le week-end prochain, au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Qu'allez-vous dire aux dirigeants des 54 pays africains réunis? Je vais continuer à me mobiliser pour le droit international, pour convaincre que les mensonges de la Russie sont un piège tendu aux pays en développement spécialement, en Afrique, mais aussi en Amérique latine, dans plusieurs pays asiatiques également. On a tous intérêt à un monde fondé sur des règles, avec des frontières qui sont reconnues et qui ne peuvent pas être violentés. C'est très grave qu'un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, qui détient l'arme nucléaire, puisse tenter ce précédent d'agresser un pays de 40 millions d'habitants. Je veux aussi expliquer à nos amis africains tout l'engagement de l'Union européenne pour soutenir la sécurité et la souveraineté alimentaire de l'Afrique, avec des projets qui sont des projets réels et concrets, pas avec des discours. J'ai aussi montré à quel point on est mobilisé pour soutenir la capacité de surmonter cette crise économique qui résulte de cette crise énergétique. Pour la souveraineté alimentaire, on a vu un rapprochement, et on va en parler, de certains pays africains avec la Russie, je pense au Mali notamment. Est-ce qu'il faut, et avec des accords sur la souveraineté alimentaire, est-ce qu'il faut être ami avec la Russie maintenant en Afrique pour pouvoir avoir un approvisionnement garanti, un approvisionnement alimentaire? En tout cas certain, et ça n'est pas nouveau, c'est que la Russie, depuis de nombreuses années, essaie de pénétrer un certain nombre de pays africains pour pouvoir activer le moment venu. C'est en train de se passer dans des pays comme le Mali et d'autres pays africains, des formes de cellules activistes anti-Union européenne qui diffusent les mensonges de la Russie. Et c'est un business model qui est très clair. Ces forces russes captent les ressources naturelles de l'Afrique d'une part, et puis utilisent d'un point de vue politique contre l'Union européenne, contre les États-Unis, leur position dans ces pays. Il y a une réalité, c'est la Russie qui a décidé de transformer la mer Noire en théâtre de guerre et empêchant par là le transport des produits alimentaires dont les Africains ont besoin. C'est la Russie qui a décidé de brûler, de voler des produits agricoles dans les champs ukrainiens. C'est la réalité. Et je pense qu'on doit être dans ce corps à corps politique et diplomatique avec les Africains pour contrer ces mensonges. C'est un travail de chaque instant. De très nombreux leaders africains sont parfaitement lucides, sont parfaitement conscients. De très nombreux leaders africains soutiennent les positions de l'Union européenne. Je pourrais en citer beaucoup, mais j'étais par exemple hier avec le dirigeant du Sierra Leone qui a systématiquement voté les résolutions des Nations Unies en soutien aux positions de l'Union européenne et de l'Ukraine. J'étais également avant-hier avec le président des Comores qui va bientôt diriger l'Union africaine, qui a également adopté ces positions. Mais c'est vrai, vous l'avez observé, le ministre Lavrov effectue des tournées très régulières. C'était le cas encore il y a quelques jours dans des pays africains pour colporter des mensonges. Et nous ne pouvons pas rester les bras ballants, on ne peut pas laisser le vide s'installer. On doit nous aussi être présents au contact des Africains avec notre rationalité, avec nos arguments et avec des projets qui sont des projets sincères parce que l'Union européenne, elle a intérêt à ce que l'Afrique se porte bien. Sergueï Lavrov était au Mali il y a quelques jours, vous y faisiez référence, le ministre russe des Affaires étrangères, voyage pour sceller en quelque sorte le rapprochement avec ce pays, avec le Mali. Il a rencontré le président de la transition, Assimi Goïta. Il s'est entretenu aussi avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, qui lui a offert un cadeau. Vous l'avez peut-être vu, un sabre Touareg
un Takuba dans la langue berbère, en tamashek. Takuba, c'était aussi le nom de la force opérationnelle européenne au Sahel, force dissoute l'été dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce que je vois, c'est la réalité et quels sont les faits. Les autorités de la transition au Mali, qui sont issues de coups d'État, ont décidé de rompre dans une large mesure avec les partenaires traditionnels et singulièrement avec les partenaires européens. Et la conséquence, c'est un État qui est en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région. Si je prends le pays voisin qui est le Burkina Faso, une partie significative du territoire Burkina Faso est dorénavant dans les mains de groupes terroristes, ce qui inquiète beaucoup les États africains voisins qui sont les premiers à payer le prix du terrorisme, à payer le prix de l'insécurité. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de leaders africains dans cette région qui n'aiment pas la manière dont la Russie est en train de se déployer pour capter, en réalité pour voler les ressources des peuples africains et dans le même temps pour activer leur agenda géopolitique anti-Union européenne, anti-États-Unis. L'Union européenne est encore présente au Mali. Il y a encore un représentant de l'Union européenne, des formes de coopération. Est-ce que cela va continuer ou est-ce que vous pensez, compte tenu des relations qu'entretient le Mali avec la Russie et la manière dont elle se comporte avec des pays européens, dont la France, est-ce que vous pensez l'arrêter? Mais nous évaluons en permanence les situations politiques et les situations opérationnelles pour prendre les décisions. Pour le moment, on a effectivement le maintien d'un certain niveau de coopération, principalement sur le plan technique. Moi, je pense qu'il est toujours utile de garder un certain niveau de dialogue, parce qu'une fois qu'on est dans la rupture totale et complète, il est difficile ensuite d'avoir un petit peu d'influence pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Et surtout, il est important de s'engager avec les États africains dans le voisinage, au sein du Sahel, mais également autour des pays du G5 Sahel, qui, eux, sont très convaincus que le soutien des partenaires en matière de renseignement, en matière de formation, en matière de capacité de développer des projets de développement est absolument clé pour contrer le terrorisme et pour s'attaquer aux racines profondes du terrorisme. C'est compliqué. C'est difficile, mais encore une fois, on a un intérêt commun à ce qu'il y ait de la stabilité dans cette région, parce qu'on sait bien que quand il n'y a pas de stabilité, quand il y a du crime organisé, quand il y a du trafic de drogue, quand il y a du terrorisme, c'est d'abord une douleur pour les pays et pour les peuples des pays concernés, mais c'est très rapidement un impact difficile pour nous sur le plan européen. Encore une question sur l'Afrique, sur le Maroc principalement. Les relations entre le Maroc et l'Union européenne sont très tendues en ce moment, en cause notamment, pas seulement, l'adoption par le Parlement européen d'une résolution condamnant la situation des journalistes dans le Royaume. Que dites-vous aux dirigeants marocains qui ont des relations tendues avec l'Union européenne? Le haut représentant Borrell était présent il y a quelques temps, il y a peu de temps au Maroc pour une mission diplomatique. Il y a eu de bonnes conversations avec les dirigeants marocains. Pedro Sanchez, qui va assumer au nom de l'Espagne dans quelques mois la présidence rotative de l'Union européenne, était également au Maroc il y a peu de temps. Donc je suis moins pessimiste que vous. Il y a effectivement avec le Maroc une relation dans l'intérêt mutuel. Il peut y avoir de temps en temps des sujets qui sont des sujets plus difficiles. Abordons-les dans le respect mutuel et avec beaucoup de sang-froid. Quelques mots pour terminer, Charles Michel, sur le scandale qui ébranle le Parlement européen, scandale de corruption présumée. Plusieurs députés sont concernés. Exemple, le Belge Marc Tarabella, qui a été placé en détention provisoire le week-end dernier. Que pensez-vous de cette affaire à un peu plus d'un an maintenant des élections européennes? Mais moi, je ne commande naturellement pas. Ce n'est pas une surprise au travail de la justice. On doit faire confiance au travail de la justice. Non, mais c'est l'image des institutions européennes qui est en jeu. C'est certain. Et d'autre part, comme beaucoup de leaders européens l'ont exprimé, je crois qu'on doit faire confiance aux dirigeants du Parlement européen pour tirer les leçons, pour tirer les conséquences. C'est le travail qui est fait. Au moment où nous parlons, le Parlement européen travaille. Il faut plus de transparence. Bien sûr, pour renforcer la transparence, pour renforcer les mécanismes de prévention. Merci beaucoup, Charles Michel. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Retour à Paris. Merci. Donc avec vous, Mohamed Kassi, pour la suite et la fin de 64 minutes.